Bonjour à tous et à toutes. Actuellement, les agriculteurs recherchent des produits pesticides d'origine naturelle qui soient aussi efficaces que les produits phytosanitaires d'origine synthétique et c'est pourquoi l'industrie du biocontrôle est en plein essor actuellement. Donc avec Laura, cette année, nous avons eu pour projet d'encapsuler une huile essentielle comme agent de biocontrôle pour pouvoir relarguer en continu ces composés volatiles. Donc Laura, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le biocontrôle ? C'est un produit biodégradable qui permet de lutter efficacement contre les nuisibles que l'on retrouve dans les champs agricoles sans porter atteinte à leur santé. De plus, c'est une alternative de choix aux produits phytosanitaires qui sont de plus en plus évités et critiqués pour de nombreuses raisons. Pourquoi donc utiliser une huile essentielle comme principe actif ? Eh bien, les huiles essentielles sont des matières premières naturelles, donc elles sont biodégradables. De plus, elles possèdent des propriétés intéressantes pour une application en biocontrôle, puisqu'elles ont des propriétés à la fois antifongiques et aussi insecticides. Mais par contre, Laura, pourquoi encapsuler une huile essentielle ? Nous cherchons à mettre au point une méthode permettant le confinement et la protection tout en maîtrisant la diffusion des composés d'intérêt présents dans notre huile essentielle. Mais dis-moi Manon, qu'est-ce que l'encapsulation ? C'est une méthode permettant de piéger les composés d'intérêt dans une enveloppe qui est généralement de nature polymérique, donc soit faite de cellulose, de maltodextrine ou de gomme arabique. Il existe bien sûr différents types d'encapsulation, comme par exemple l'encapsulation layer by layer, ou alors la polycondensation interfaciale, ou bien encore la coacervation complexe. Donc, dans le cadre de notre projet avec Laura, nous avons décidé d'utiliser la coacervation complexe pour des raisons de faisabilité et d'équipement des locaux. Donc, la coacervation complexe, en fait, c'est une double encapsulation du principe actif. Le principe actif est en fait d'abord encapsulé dans des petites vésicules qui seront ensuite encapsulées dans de plus grosses vésicules visibles à l'œil nu. Mais par contre, Laura, comment fait-on une coacervation complexe ? Manon, la première étape de la coacervation complexe est la préparation de la phase huileuse. Pour cela, nous avons pesé 5 g d'huile essentielle auquel nous avons ajouté 25 g d'huile d'olive. La deuxième étape de la coacervation complexe consiste à préparer la phase aqueuse. Pour cela, nous avons pesé environ 3 g de gomme arabique et 3 g de gélatine, ainsi que dans 2 béchères, nous avons pesé respectivement 75 g d'eau et 62 g. Pour la préparation des capsules par double encapsulation, nous avons pesé 1 g d'alginate de sodium et 0,25 g de laponite. Puis dans un bécher, nous avons pesé 50 g d'eau. Pour cette même étape, nous avons réalisé une solution de chlorure de calcium à 4%. La phase huileuse est mise sous agitation pendant 20 minutes à une température de 40 degrés. Après cela, tous les béchers contenant de l'eau sont chauffés à une température de 40 degrés afin que lorsque les phases sont incorporées les unes dans les autres, il n'y ait aucun changement de température brusque. Une fois que l'eau a atteint les 40 degrés, nous y avons incorporé la gomme arabique et la gélatine que nous avons laissée sous agitation et à une température de 40 degrés jusqu'à ce que le mélange épaississe. Lorsque le mélange est homogène, nous y ajoutons les 75 g d'eau préalablement chauffée à 40 degrés, puis nous incorporons la phase huileuse, toujours sous agitation. Pour la solution concernant la préparation des capsules par double encapsulation, nous introduisons dans le bécher d'eau chauffé à 40 degrés sous agitation l'alginate de sodium et la laponite. Au bout de 15 minutes d'agitation, nous stoppons le chauffage et abaissons le pH à 4 avec de l'acide acétique à 10% afin que la coacervation se forme. Une fois le pH abaissé à 4, nous diminuons la température à 10 degrés à l'aide d'un bain de glace que nous maintenons pendant 15 minutes pour durcir la gélatine. Une fois les 15 minutes atteints, nous stoppons l'agitation pour laisser décanter. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 phases distinctes, une phase plus blanche dans la partie inférieure du bécher et la partie supérieure quant à elle est beaucoup plus jaune. Ensuite, nous avons pesé une quantité égale de microcapsules que nous avons introduites dans la solution d'alginate de sodium tout en la maintenant sous agitation magnétique. Une fois le mélange homogène, nous avons fait à l'aide d'une pipette des gouttes dans une solution de chlorure de calcium à 4% afin d'y obtenir nos capsules.
Alors nous pouvons étudier la cinétique de relargage de l'huile essentielle que nous avons encapsulée grâce à une technique de GCMS en mode Headspace. Alors si la technique de préparation d'échantillons que nous avons utilisée vous intéresse, il existe une vidéo sur le compte YouTube du Master Focal qui a été réalisée par des étudiants sur ce sujet. Donc les résultats que nous avons obtenus grâce à cette technique sont les suivants. Nous avons bien pu identifier l'un des composés majoritaires de l'huile essentielle que nous avons encapsulée, ce qui veut dire que l'huile essentielle est bien relarguée. Cependant, ce composé est relargué jusqu'à 9 jours, puisqu'après 9 jours, la teneur dans l'espace de tête de ce composé va diminuer, ce qui veut dire que l'huile essentielle est de moins en moins bien relarguée dans le temps. Alors en conclusion de ce projet de formulation, la technique que nous avons décidé d'utiliser était la coacervation complexe. Alors cette technique, elle a des avantages tels qu'un rendement de 80% qui est assez élevé, mais également la facilité d'utilisation des capsules, surtout dans le domaine phytosanitaire. Et enfin, le fait que les capsules obtenues soient visibles à l'œil nu, ça permet de vérifier que le process a bien fonctionné. Il y a également des inconvénients liés à cette technique, tels que le dessèchement des capsules que nous avons observé au cours du temps, mais également un relargage d'eau au cours du temps. Donc on a supposé qu'il serait préférable de conserver ces capsules dans de l'eau plutôt qu'à l'air libre. De même, il y a également le problème du coût, puisque cette technique d'encapsulation a un coût de 130 000 € rien qu'à l'échelle laboratoire. Donc ça suppose que ce n'est pas envisageable à l'échelle industrielle. Et enfin, le process est assez long, comme vous avez pu le voir, puisqu'il y a différentes étapes de chauffe. Nous voudrions remercier quelques personnes. Tout d'abord, Pénina Desberdes de la société CIRAD, qui était notre partenaire industriel durant toute cette année sur ce projet, mais également nos tuteurs pédagogiques du Master Focal, et enfin tous les fournisseurs de matières premières qui ont contribué à ce projet en nous fournissant toutes les matières premières dont nous avions besoin pour réaliser ces capsules.